Roberto Silva était las d'être milliardaire. À 65 ans, propriétaire de 103 supermarchés, il se sentait vide. Le manoir d'Alphaville était trop silencieux depuis le décès de son épouse. Et sa fille Carla. Eh bien, Carla, il l'avait chassée de la maison 10 ans plus tôt, quand elle était tombée enceinte à 18 ans. Ils ne s'étaient plus jamais parlé. Ce mardi pluvieux, Roberto décida de faire quelque chose de différent. Il enfila des vêtements simples et se rendit au supermarché le plus fréquenté du quartier sud. Il voulait ressentir la vie des gens ordinaires, échapper à la solitude de la richesse pendant quelques heures. À la caisse numéro 3, une fillette attira son attention. 12 ans, peut-être moins. Vêtements usés, pieds nus, cheveux ébouriffés. Dans ses petites mains, un pain français et quelques pièces qui tintinabulaient quand elle bougeait. La fillette compta l'argent 3 fois, comme si les centimes allaient apparaître par miracle. 2,50 €. Le pain coûtait 3,20 €. Ça ne suffit pas, ma tante, dit-elle à la caissière, tendant le pain avec résignation. Prends-le quand même, ma fille, murmura Marcia, la caissière, regardant autour d'elle. Personne ne saura. Tu as faim. Mais la fillette secoua la tête avec une fermeté impressionnante pour quelqu'un de si jeune. Je ne peux pas, ma tante, ce serait du vol. Roberto retint sa respiration. Il y avait quelque chose dans cette dignité blessée, dans cette obstination orgueilleuse, qui éveilla un souvenir lointain. Mais il y avait tant d'enfants des rues, ce ne pouvait être qu'une coïncidence. La fillette sortit du marché, tête baissée, se mouillant sous la pluie. Roberto, poussé par une curiosité qu'il ne pouvait expliquer, laissa ses courses sur le tapis roulant et la suivit. Et, attends, cria-t-il quand il la rattrapa sur la place. La fillette se retourna, effrayée, de grands yeux méfiants. Pourquoi me suivez-vous? Excuse-moi de t'avoir effrayé. Je t'ai vu au marché et j'étais curieux. Pourquoi n'as-tu pas accepté le pain gratuit? Parce que ce n'était pas le mien, répondit-elle, reculant d'un pas, mais tu avais faim. Et alors? La faim ne justifie pas le vol. Roberto regarda autour de lui et vit 4 enfants plus jeunes attendre sous un auvent, tous sales, maigres, regardant la fillette avec de l'espoir dans les yeux. Comment t'appelles-tu? Demanda-t-il, essayant d'avoir l'air désinvolte. Pourquoi voulez-vous savoir? Juste par curiosité. Je suis Joao, un retraité. J'aime rencontrer des gens. La fillette hésita, regardant les enfants qui dépendaient d'elle. Anna, c'est mon nom complet. Pourquoi est-ce important? Roberto ne savait pas expliquer l'urgence qu'il ressentait. Je veux juste savoir. Ana Carla da Silva. Un frisson parcourut l'échine de Roberto. Ana Carla Silva. Trop de coïncidences pour être un hasard. Mais ce ne pouvait pas être, ou si? Ta mère, commença-t-il, essayant de garder une voix ferme. Comment s'appelait-elle? Anna devint plus méfiante. Pourquoi voulez-vous savoir pour ma mère? J'ai juste demandé. Je suis curieux des familles. Elle s'appelait Carla da Silva, mais elle est morte il y a 2 ans. Le monde de Roberto vacilla. Carla da Silva. Sa fille portait ce nom. Morte il y a 2 ans. Non, impossible. Il l'aurait su. Mais l'aurait-il vraiment su? Il ne s'était pas parlé depuis 10 ans. Et ton père? Demanda-t-il, la voix rauque. Je n'ai jamais eu de père, seulement ma mère et moi, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Roberto sentait ses jambes trembler. Et ses enfants sont ma famille maintenant, dit Anna avec fierté. Pedrino, Jessica, Tonino et Maria. Leurs parents sont morts ou ont disparu. Quelqu'un devait s'occuper d'eux. Quel âge as-tu? 12 ans. Mais je suis responsable d'eux. Roberto était face à une situation impossible. Une fillette de 12 ans nommée Ana Carla da Silva, fille d'une Carla morte 2 ans plus tôt, subvenant aux besoins de 4 orphelins dans la rue. Les coïncidences étaient trop nombreuses. Anna, dit-il, essayant de contrôler son émotion. Voudrais-tu gagner de l'argent honnêtement? J'ai besoin d'aide pour des courses. Je te paie 50 reais. Ses yeux brillèrent d'espoir. Quel genre d'aide? Transporter quelques sacs de la voiture à un banc. Un travail simple. Anna resta prudente. Un vrai travail, pas de l'aumône. Un vrai travail, avec un juste salaire. Alors, j'accepte.
Roberto la conduisit à une vieille voiture qu'il utilisait pour passer inaperçu. Dans le coffre, il improvisa des sacs avec de vieilles courses. C'était un prétexte pour l'observer de plus près, pour s'assurer de ses soupçons. Anna travailla en silence, portant les sacs lourds sans se plaindre. Quand elle eut terminé, Roberto lui donna les 50 reais promis. Anna, dit-il, feignant la désinvolture. Ta mère, elle parlait de sa famille, de ses parents? Anna rangea soigneusement l'argent. Parfois, quand elle était très malade, elle disait qu'elle avait un père riche, mais qu'il l'avait chassée de la maison. Le cœur de Roberto s'emballa. Chassée? Pourquoi? Parce qu'elle est tombée enceinte de moi. Il a dit qu'elle avait déshonoré la famille. Roberto pouvait à peine respirer. C'était sa fille, c'était sa petite-fille. Ana Carla da Silva était vraiment sa petite-fille, la fille de Carla, qu'il avait chassée 10 ans plus tôt. Et elle parlait d'autre chose de cet homme. Anna devint triste. Elle disait qu'il ne me pardonnerait jamais, que j'étais une erreur qui avait apporté le malheur à tous. Les mots transpercèrent Roberto comme des poignards. Non seulement il avait chassé sa fille enceinte, mais il lui avait fait croire que sa petite-fille était une malédiction. Une moto bruyante interrompit le moment. Un homme fort et menaçant descendit, se dirigeant directement vers Anna. Anna, je t'ai enfin trouvé. Anna se recroquevilla de peur. Valdir, où est mon argent, petite? Quel argent? Vous ne m'avez toujours pas payé pour les canettes. Valdir rit désagréablement. Je n'ai rien payé. C'est toi qui me dois. 50 reais de taxes de protection pour utiliser mon territoire. Roberto comprit immédiatement que c'était du chantage. Quel est le problème ici? Valdir le regarda avec mépris. Ce n'est pas votre affaire, vieil homme. Ne vous mêlez pas, s'il vous plaît, implora Anna, avec une peur réelle dans la voix. Écoute bien, princesse, dit Valdir, pointant Anna du doigt. Tu as une semaine, 50 reais où tu viens travailler pour moi comme je veux, et ces petits-enfants devront aussi collaborer. La menace était claire et terrible. Roberto ressentit une fureur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Valdir monta sur sa moto et accéléra, laissant derrière lui de la fumée et le bruit assourdissant du moteur. Anna, dit Roberto, qu'a-t-il voulu dire par travailler comme il veut? Anna commença à pleurer doucement. De mauvaises choses, monsieur Joao, de très mauvaises choses. Roberto comprit. Cet animal voulait forcer sa petite-fille de 12 ans à la prostitution et utilisait les autres enfants comme chantage. Anna, avez-vous un endroit où dormir ce soir? Nous avons notre place. Une cabane et de la nourriture. Anna hésita. On se débrouille toujours. Roberto sortit plus d'argent de son portefeuille. 200 reais. Tiens, achète de la bonne nourriture pour vous. Je ne peux pas accepter autant d'argent. C'est une avance. Demain, j'ai plus de travail pour toi. Anna regarda l'argent, les enfants affamés attendant sous la pluie, puis Roberto. Finalement, elle accepta. Merci, monsieur Joao. Vous êtes très gentil. Roberto resta immobile sur la place, voyant sa petite fille courir vers les autres enfants, les voyant célébrer avec l'innocence qui leur restait encore. Il venait de retrouver la petite fille qu'il n'avait jamais connue, la fille de la fille qu'il avait chassée par orgueil. Carla était morte, et il l'avait découvert trop tard, mais Anna était vivante et en danger de mort. Arrivé chez lui, Roberto appela immédiatement son avocat. Marcio, j'ai besoin d'engager le meilleur détective privé de Sao Paulo aujourd'hui même. Quel genre d'enquête, Roberto? Une fillette, Ana Carla da Silva, 12 ans. Je dois tout savoir sur elle, si elle est vraiment celle que je pense qu'elle est. Roberto regarda l'ancienne photo de Carla enceinte, qu'il portait toujours dans son portefeuille. Ma petite fille, la fille que j'ai perdue il y a 10 ans. Cette nuit-là, Roberto ne put dormir. Il resta dans son bureau, regardant de vieilles photos de Carla enfant. Le même visage, les mêmes yeux déterminés, la même obstination orgueilleuse. Si Anna était vraiment sa petite fille, il avait beaucoup à réparer. 10 ans d'abandon, une fille morte seule, une petite fille grandissant dans la misère. Et maintenant, il y avait Valdir, un prédateur qui menaçait la famille que Roberto venait de retrouver. Le milliardaire le plus puissant de Sao Paulo était sur le point de découvrir que tout l'argent du monde ne rachète pas le temps perdu, mais qu'il y avait peut-être encore du temps pour une seconde chance. Anna,
sans le savoir, venait de trouver le grand-père qu'elle n'avait jamais connu, et Roberto venait de trouver une raison de vivre à nouveau. Roberto passa la nuit éveillé, attendant l'appel du détective. À 6 heures du matin, le téléphone sonna enfin. Monsieur Silva, je suis Sergio Mendes, détective privé. Votre avocat m'a confié l'affaire. Avez-vous trouvé quelque chose sur Ana Carla da Silva? J'ai trouvé beaucoup de choses, et il y a une nouvelle qui va vous choquer. Roberto se prépara au pire. Parlez. Ana Carla da Silva est bien votre petite-fille, la fille de Carla Silva, décédée il y a exactement 2 ans d'un cancer du poumon. Elle est morte seule dans un hôpital public du quartier nord. Roberto ferma les yeux, sentant le poids de la confirmation. Continuez. Votre fille a travaillé comme femme de ménage jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Elles ont perdu la pension où elle vivait. Ana a pris soin de sa mère jusqu'à la fin, puis elle s'est retrouvée dans la rue avec ses 4 enfants orphelins. Et il y a autre chose, monsieur Silva. Carla a laissé une lettre à Ana, à ouvrir quand elle aurait 15 ans. Roberto s'accrocha à cette information comme à une planche de salut. Où est cette lettre? Chez une voisine, Donna Mercedes. Elle s'occupait de Carla quand elle était malade. Elle dit que votre fille parlait beaucoup de vous dans les derniers jours de sa vie. Qu'est-ce qu'elle disait? Que vous n'étiez pas mauvais, que vous aviez peur de la perdre, c'est pourquoi vous aviez mal réagi quand elle est tombée enceinte, et qu'un jour vous comprendriez que vous l'aimiez plus que votre propre orgueil. Roberto s'effondra sur une chaise. Carla lui avait pardonné. Même en mourant seule et démunie, sa fille lui avait pardonné. Je veux cette lettre aujourd'hui, dit-il, la voix étranglée. Je vais la chercher tout de suite, monsieur. Roberto remit son déguisement et partit pour le quartier nord. Il devait voir Ana, maintenant qu'il savait avec certitude qui elle était. Il devait trouver un moyen de l'approcher sans l'effrayer. Sur la place, il trouva la scène qui l'attendait. Ana ramassant des canettes pendant que les 4 enfants dormaient sur un carton. Mais aujourd'hui, elle semblait différente, plus faible, plus maigre. « Bonjour, Ana. » Elle sursauta, faisant tomber les canettes. « Monsieur Joao, vous êtes revenu. J'ai promis que je reviendrai. Comment avez-vous passé la nuit? Bien, nous avons acheté de la nourriture avec l'argent que vous avez donné, mais... » Roberto vit qu'elle mentait. Les enfants étaient trop maigres. Ana avait de profondes cernes. « Ana, puis-je vous demander quelque chose? Mangez-vous correctement? » Ana hésita. « Oui, nous mangeons. » Et vous, quand avez-vous mangé pour la dernière fois? J'ai mangé hier. Encore un mensonge. Roberto comprit le schéma. Ana donnait toute la nourriture aux enfants et ne mangeait pas elle-même. Regardez, dit-il, sortant un billet de 100 reais de son portefeuille. J'ai laissé tomber quelque chose? Il laissa tomber le billet exprès près d'elle. Ana vit l'argent, regarda autour d'elle. 100 reais, de la nourriture pour 2 semaines. Il aurait été si facile de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Mais Ana ramassa le billet et courut derrière lui. « Monsieur, vous avez laissé tomber ça. » Roberto feignit la surprise. « Oh là là, merci beaucoup. » C'était le premier test et Ana le réussit sans hésiter. « Tiens, » dit Roberto en lui offrant 50 reais. « Pour ton honnêteté. »« Pas besoin, monsieur. » L'honnêteté ne se paie pas. Pendant la semaine suivante, Roberto revint tous les jours. Il créa de petits tests pour être absolument sûr du caractère d'Ana. Il lui offrit des travaux douteux pour beaucoup d'argent. Ana refusa toujours. Il laissa des portefeuilles avec de l'argent dans des endroits où elle ramassait des déchets. Ana chercha toujours les propriétaires. Mais chaque jour, elle devenait plus faible. Les enfants aussi. Roberto réalisa qu'il mourait lentement de faim. Le 5e jour, il arriva sur la place et trouva Ana évanouie à côté d'un tas de canettes. Les 4 enfants pleuraient désespérément autour d'elle. « Ana! Ana !» criait Pedrino, le plus jeune. « Elle n'a rien mangé depuis 3 jours, » expliqua Jessica entre les sanglots. « Elle nous a donné toute la nourriture. » Roberto sentit une douleur à la poitrine comme il n'en avait jamais ressenti. Sa petite fille mourait de faim pendant qu'il jouait à la tester. Il porta Ana dans ses bras jusqu'à la voiture, plaça les 4 enfants sur le siège arrière et se dirigea directement vers l'hôpital le plus cher de Sao Paulo. « Je veux la meilleure hospitalisation que vous ayez, dit-il à la réception. Monsieur,
vous avez besoin des documents de la patiente. Je paie tout en espèces. Maintenant. Le médecin qui examina Anna fut direct. Dénutrition sévère, mais quelques jours sans manger de plus et ce serait irréversible. La fillette s'est sacrifiée pour les autres enfants. Roberto resta dans la chambre d'hôpital, regardant Anna inconsciente, branchée à une perfusion, des tubes d'alimentation, des appareils surveillance et signes vitaux. Il avait failli tuer sa petite fille par orgueil, exactement comme il avait tué sa fille. Le détective arriva en fin d'après-midi avec la lettre de Carla. Roberto demanda à être seul et ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. « Ma chère fille Anna Carla, si tu lis ceci, c'est que tu as déjà 15 ans et que je ne suis plus là. Je veux que tu saches que tu as un grand-père, Roberto Silva. Il habite Avenida Paulista. Je sais que tu dois penser que c'est un homme mauvais qui m'a chassé de la maison par cruauté. Mais ce n'est pas vrai, ma fille. Ton grand-père m'a chassé parce qu'il m'aimait trop et ne savait pas gérer la peur de me perdre. J'ai commis des erreurs. J'ai été têtue, orgueilleuse. J'aurais pu rentrer 1000 fois, mais mon orgueil ne l'a pas permis. Si tu es en difficulté, cherche-le. Dis-lui que tu es ma fille. Il prendra soin de toi comme je n'ai pas pu le faire. Et Anna, ne sois pas trop orgueilleuse. L'orgueil est la malédiction de notre famille. Tu as la chance de briser cette malédiction. Avec tout mon amour, ta mère Carla. Roberto pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de sa femme. Carla lui avait pardonné. Plus que ça, elle avait demandé à Anna de le chercher. Quand Anna se réveilla le lendemain matin, elle fut effrayée de voir où elle se trouvait. « Où sont les enfants ?»« Calme-toi, dit Roberto. Ils sont à la cafétéria de l'hôpital en train de manger. Ils vont bien ? Je ne peux pas payer tout ça. C'est déjà payé. Par qui ? C'était vous, n'est-ce pas ? Pourquoi faites-vous ça pour nous ? Roberto respira profondément. L'heure de la vérité était arrivée. Anna, parce que tu me rappelles beaucoup quelqu'un que j'ai aimé plus que tout au monde. Qui ? Ma fille. Elle s'appelait Carla. Anna resta silencieuse, traitant l'information. Comment ? Comment était-elle ? Têtue comme toi. Orgueilleuse comme toi, honnête comme toi, et moi. Moi, je l'ai perdue. Que s'est-il passé ? Je l'ai chassée de la maison quand elle est tombée enceinte. Par orgueil, par stupidité, je ne l'ai plus jamais vue. Anna commença à respirer plus vite. Quel était son nom complet ? Carla Silva. Ma fille Carla Silva. Et quel est votre vrai nom ? Roberto savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Roberto Silva. Anna resta silencieuse pendant un long moment, les larmes coulant sur son visage. Vous êtes mon grand-père, murmura-t-elle finalement. Je le suis et je suis désolée. Je suis désolée pour tout. Anna se jeta dans les bras de Roberto, pleurant. Pardon, grand-père. Pardon que vous ayez perdu ma mère. Non, dit Roberto en la serrant fort. C'est moi qui te demande pardon d'avoir chassé ta mère, qu'elle soit morte seule, que tu aies grandi dans la misère. Grand-père, vous voulez voir quelque chose ? Anna ouvrit un petit sac déchiré qu'elle gardait sous le lit de l'hôpital. Elle en sortit une photo jaunie. Carla, enceinte, souriante. C'est la seule photo que j'ai de ma mère. Roberto reconnut immédiatement. C'était la même photo qu'il portait dans son portefeuille depuis 10 ans. J'ai la même photo, dit-il, montrant sa version également jaunie. Anna sourit à travers ses larmes. Maman a dit qu'un jour je comprendrais que vous l'aimiez. Roberto lui montra la lettre. Elle t'a laissé ça. Anna lut la lettre de sa mère, pleurant et souriant en même temps. Elle m'a pardonné, dit Anna, et elle vous a pardonné aussi. Tu me pardonnes aussi ? Bien sûr, grand-père, la famille, on se pardonne toujours. Les 4 enfants entrèrent en courant dans la chambre à ce moment-là. Anna, tu t'es réveillée, cria Pedrino. Qui est ce monsieur ? Demanda Jessica. C'est mon grand-père, dit Anna, rayonnante. Et maintenant, il est aussi votre grand-père à tous. Roberto regarda les 5 petits-enfants que le destin avait mis sur son chemin orphelin, blessés, mais pleins d'amour. C'est vrai, dit-il. Maintenant, vous avez tous une vraie famille. 2 semaines plus tard, quand Anna fut complètement rétablie, Roberto les ramena tous à la maison.
Le manoir silencieux d'Alphaville reprit enfin vie. 5 enfants courant dans les couloirs, riant, jouant, remplissant chaque recoin de joie. Anna s'adapta rapidement au luxe, mais ne perdit jamais son humilité. Elle continuait à prendre soin des autres, comme elle l'avait toujours fait. « Grand-père, dit-elle un soir. Qu'est-il arrivé à cet homme? Va le dire ?» Roberto sourit. « J'ai découvert qu'il avait plusieurs activités illégales. La police s'est beaucoup intéressée à lui. Il est en prison pour un bon bout de temps. Et s'il revient? Il ne reviendra pas. Et s'il revient, il devra faire face à moi. » Anna serra son grand-père dans ses bras. « Merci de nous avoir sauvés. »« C'est vous qui m'avez sauvé, » dit Roberto. « Vous m'avez appris ce qu'est une vraie famille. » L'honnêteté d'Anna avait sauvé plus qu'une vie. Elle avait sauvé une famille entière et enseigné à un milliardaire orgueilleux que l'amour est toujours plus fort que l'orgueil. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Anna et les enfants étaient venus vivre avec Roberto. Le manoir d'Alphaville grouillait de vie, mais tout n'était pas aussi parfait qu'il y paraissait. Anna se réveilla d'un cauchemar pour la 3e fois cette semaine-là, toujours le même rêve. Elle était de retour dans la rue, affamée, et Roberto disparaissait, disant qu'elle n'était pas vraiment sa petite fille. Juste un cauchemar, se murmura-t-elle, mais son cœur battait toujours à tout rompre. Dans la cuisine, elle trouva Roberto prenant son petit déjeuner seul, lisant le journal. « Bonjour, grand-père. »« Bonjour, ma petite fille. »« Bien dormi ?» Anna mentit. « Oui, j'ai bien dormi. » Roberto l'observa. Il connaissait ce regard. Anna cachait quelque chose. Le même jour, à l'école privée où Anna étudiait, les problèmes commencèrent. Pendant la récréation, un groupe de filles riches l'encercla. « Alors, c'est vrai que tu vivais dans la rue ?» demanda Fernanda, la chef du groupe. « Oui » répondit Anna, sans honte. « Quelle horreur! Je parie que tu avais des poux. » Les filles rirent. Anna sentit son visage rougir, mais ne répondit pas, « Et ces autres enfants qui vivent chez toi ?» continua Fernanda, « ce sont tes vrais frères et sœurs ou d'autres mendiants que vous avez ramassés dans la rue. » Ce ne sont pas des mendiants, dit Anna, essayant de rester calme. Bien sûr que si. Ma mère a dit que ton grand-père devait devenir sénile. Anna serra les poings. Ne parle pas comme ça de ma famille. Famille? Rit Fernanda, vous êtes une bande de profiteurs. Quand ton grand-père en aura marre de jouer les bons samaritains, il vous remettra à la rue. Les mots frappèrent Anna comme des coups de poing. C'étaient exactement les peurs qui la tourmentaient dans ses cauchemars. Il ne ferait pas ça, dit Anna, mais sa voix trembla. Si, il le ferait. Les riches ne restent pas avec les pauvres pour toujours. C'est juste un divertissement temporaire. Anna s'enfuit en courant, les rires cruels résonnant derrière elle. À la maison, Anna tenta d'agir normalement, mais Roberto remarqua que quelque chose n'allait pas. Elle resta silencieuse au dîner, joua peu avec les autres enfants, et alla se coucher tôt. Au milieu de la nuit, Roberto entendit des pleurs provenant de la chambre d'Anna. Il frappa à la porte. « Anna, je peux entrer ?» Elle était assise sur son lit, serrant son oreiller, les larmes coulant sur son visage. « Que s'est-il passé ?» demanda Roberto, s'asseyant à côté d'elle. « Grand-père, puis-je vous poser une question ? » « Toujours. »« Vous ne regrettez pas de nous avoir amenés ici ?» Roberto fut surpris. « Pourquoi me demandes-tu ça ? » Parce que nous devons vous donner beaucoup de travail, beaucoup de dépenses. Et peut-être que vous en avez assez de vous occuper de 5 enfants. Roberto comprit. Quelqu'un avait semé cette insécurité dans la tête d'Anna. « Anna, raconte-moi ce qui s'est passé. » Anna hésita. Puis elle raconta l'histoire des filles de l'école. Les mots cruels, les peurs qu'ils avaient éveillées. Roberto ressentit une fureur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Anna, écoute-moi bien. Je ne vous abandonnerai jamais, jamais. Vous êtes ma famille. Mais si vous vous lassez? Je ne me lasserai pas. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous m'avez donné la seule chose que je n'avais pas, un but. Avant vous, je me réveillais tous les jours sans savoir pourquoi j'étais en vie. Maintenant, je sais. » Anna se blottit dans les bras de son grand-père. « Pardon de douter. Tu n'as pas à t'excuser, mais je vais t'apprendre une chose. Quand quelqu'un essaie de te faire te sentir petite,
souviens-toi d'où tu viens et d'où tu es arrivé. Le lendemain matin, Roberto prit une décision. Il appela le directeur de l'école d'Anna. Dr Mendes, Roberto Silva. J'ai besoin de parler d'un problème de harcèlement dans votre école. La réunion fut tendue. Le directeur, initialement mal à l'aise, devint sérieux lorsque Roberto expliqua la situation. Monsieur Silva, Fernanda est la fille d'un de nos plus grands donateurs. Et moi, dit Roberto calmement, je suis l'homme qui peut construire une nouvelle bibliothèque pour cette école. Ou qui peut retirer ma petite fille d'ici et expliquer aux autres parents riches pourquoi j'ai fait cela. Le directeur comprit le message. 2 jours plus tard, Fernanda fut suspendue pour une semaine. Ses parents furent convoqués pour une conversation éducative sur le harcèlement. Anna reçut des excuses publiques, mais l'épisode fit réfléchir Anna à quelque chose de plus grand. « Grand-père, dit-elle un après-midi. Puis-je vous raconter une idée que j'ai eue ? Bien sûr. Je veux faire quelque chose pour les enfants qui sont encore dans la rue, comme j'étais. Roberto sourit. Quel genre de choses ? Un endroit pour qu'ils puissent rester temporairement, manger, prendre une douche, étudier un peu, sans obligation de rester pour toujours. Pourquoi as-tu pensé à ça ? Parce que quand ces filles ont mal parlé de moi à l'école, je me suis souvenu de ce que c'était de se sentir inférieur. Je ne veux pas que d'autres enfants vivent ça. Roberto fut ému. C'est une belle idée, Anna. Mais es-tu prête pour un si grand projet ? Je ne sais pas, mais je veux essayer. Roberto vit de la détermination dans les yeux de sa petite fille. La même détermination que Carla avait quand elle décidait quelque chose. D'accord. Nous allons essayer ensemble. Mais développer le projet ne serait pas facile, comme Roberto l'imaginait. Quand il chercha des architectes et des assistants sociaux, il rencontra de la résistance. Monsieur Silva, dit l'assistante sociale municipale, il existe déjà des orphelinats en ville. Je ne veux pas un orphelinat, je veux un centre d'accueil temporaire. Mais cela va concurrencer les institutions déjà établies. Certains directeurs n'aimeront pas, Roberto découvrit que s'immiscer dans l'assistance sociale signifiait entrer dans une guerre politique. Les institutions se battaient pour les fonds. Les politiciens se disputaient la visibilité. Les bureaucrates protégeaient leur territoire. Anna, dit-il un soir, cela va être plus difficile que nous le pensions. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de la misère des autres et qui ne veulent pas de concurrence. Anna fut indignée. Vous voulez dire qu'il existe des gens qui profitent des enfants abandonnés ? Oui, et certains sont puissants. C'est alors que Roberto reçut un appel menaçant. Monsieur Silva, ici le conseiller Augusto Ferreira. J'ai entendu dire que vous vouliez ouvrir une institution pour mineurs. Oui, je le veux. Écoutez, puis-je vous donner un conseil amical ? Ce n'est pas un domaine pour les amateurs. Nous avons déjà des professionnels qualifiés qui s'occupent de ces enfants. Et qui seraient ces professionnels ? Des gens qui comprennent le sujet, qui savent comment fonctionne le système. Si vous voulez aider, vous pouvez donner de l'argent aux institutions existantes. Roberto comprit le message. Soit il payait des pots de vin aux arrangements existants, soit il ferait face à des obstacles. Merci pour le conseil, dit Roberto. Mais j'irai de l'avant quand même. À partir de là, les problèmes commencèrent. Les licences furent refusées pour des raisons techniques. Les voisins du terrain que Roberto avait acheté commencèrent à se plaindre du bruit futur. Les journaux publièrent des articles se demandant si les milliardaires devraient jouer aux assistants sociaux. Anna fut découragée. « Grand-père, peut-être devrions-nous abandonner. »« Jamais, dit Roberto. »« Tu sais pourquoi. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que ta mère n'a pas abandonné de t'élever seule, même si c'était difficile. Tu n'as pas abandonné de t'occuper de ces 4 enfants. Même si c'était impossible, maintenant nous n'allons pas abandonner d'aider d'autres enfants. Mais comment allons-nous y arriver ? Roberto sourit. De la même manière que tu as réussi à survivre dans la rue, en étant plus intelligente que tes adversaires. Roberto engagea les meilleurs avocats de Sao Paulo. Il découvrit des irrégularités dans les institutions qui s'opposaient au projet. Il trouva des politiciens intègres qui soutenaient la cause. Il mobilisa la presse sérieuse, mais surtout, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il emmena Anna parler publiquement du projet. Lors d'une conférence de presse, Anna, maintenant âgée de 13 ans, monta au micro. « Je m'appelle Anna Carla.
Il y a 2 mois, je vivais dans la rue, je ramassais des déchets pour survivre, je m'occupais de 4 enfants plus jeunes que moi. Les journalistes restèrent silencieux. Mon grand-père m'a trouvé par hasard et a changé ma vie, mais je n'oublie pas qu'il existe des centaines d'enfants comme moi. Ils ne veulent pas d'aumône, ils veulent de la dignité, ils veulent une chance. Anna fit une pause, regarda les caméras. La Casa Carla donnera cette chance. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas que cela arrive, je demande, pourquoi? Pourquoi quelqu'un serait-il contre le fait de donner à manger et une école aux enfants? Le discours d'Anna devint une nouvelle nationale. L'opinion publique se mobilisa. Les dons commencèrent à affluer. Les politiciens qui s'opposaient au projet furent pressés d'expliquer leur position. En 2 semaines, toutes les licences furent approuvées. Anna, dit Roberto sur le chantier de la future Casa Carla, tu as fait quelque chose que je n'aurais jamais pu faire seul. Quoi? Tu as touché le cœur des gens. Tu leur as rappelé que la politique, c'est avant tout des êtres humains, pas du pouvoir. Anna regarda la construction qui commençait à prendre forme. Grand-père, je crois que j'ai compris une chose. Quoi? L'honnêteté ne sert pas seulement à rendre du pain au supermarché, elle sert à changer le monde. Roberto serra sa petite fille dans ses bras, fier. Ta mère serait très fière de toi. Et de vous aussi, grand-père, de ne pas avoir abandonné. À ce moment-là, Roberto comprit qu'Anna n'était pas seulement sa petite fille, elle était sa successeur, la personne qui continuerait le travail de réparation des erreurs du passé. La Casa Carla ne serait qu'un début. L'honnêteté avait planté une graine qui se transformait en un arbre capable de porter des fruits pour des générations. 3 mois s'étaient écoulés depuis la victoire d'Anna lors de la conférence de presse. La Casa Carla était presque prête, mais les problèmes étaient loin d'être terminés. Par un froid matin de juillet, Roberto fut réveillé par le bruit des sirènes. Par la fenêtre, il vit 3 voitures de police devant le manoir. « Anna, les enfants !» cria-t-il en dévalant les escaliers. Dans le salon, 21 enfants se serraient les uns aux autres, terrifiés. Anna tentait de les calmer, mais ses mains tremblaient. Le commissaire Carvalho entra sans cérémonie, accompagné d'assistants sociaux. Roberto Silva est arrêté pour séquestration de mineurs et exploitation d'enfants. Quoi? Cria Roberto. C'est absurde. Quelqu'un a dénoncé que vous retenez des enfants en captivité pour en profiter. Anna devint livide. C'est un mensonge. Mon grand-père prend soin de nous. Ma petite, vous avez été contrainte de dire ça, dit une assistante sociale. Maintenant, vous êtes en sécurité. Roberto fut menotté devant les enfants. Ils commencèrent à pleurer désespérément. Grand-père, ne l'emmenez pas, criait Pedrino. Calme-vous, dit Roberto, essayant de garder sa dignité. Anna, prends soin d'eux, ça va s'arranger. Mais Anna était en panique. À 14 ans, elle voyait sa famille se détruire de nouveau. Au commissariat, Roberto découvrit la vérité. La dénonciation avait été faite par une source fiable qui rapportait des abus constants contre les enfants. Qui a fait la dénonciation? Demanda Roberto à son avocat, Marcio. C'est confidentiel. Mais Roberto, ils ont des photos. Quelles photos? Marcio montra les images. Roberto reconnut immédiatement. C'étaient des photos prises de loin, hors contexte. Lui aidant une fillette à s'habiller. C'était Maria, qui avait des difficultés motrices. Lui serrant un enfant dans ses bras, c'était Tonino, qui faisait des cauchemars. Lui donnant le bain à un garçon, c'était Pedrino, qui était malade. Celui qui a fait ça a manipulé les situations pour les faire paraître suspectes, dit Marcio. Mais qui aurait accès à la maison pour prendre ces photos? La réponse vint le lendemain, Quesesao, la gouvernante, chercha Anna en larmes. Anna, je dois avouer quelque chose de terrible. Qu'est-ce que c'est, Donna Quesesao? C'est moi. C'est moi qui ai pris les photos. Anna fut choquée. Vous? On m'a payé beaucoup d'argent. On a dit que c'était pour vous protéger, que votre grand-père devenait sénile et pouvait faire du mal aux enfants. Qui a payé? Un homme élégant. Il a dit qu'il représentait d'autres familles riches préoccupées. Anna comprit. Quelqu'un utilisait Quesesao pour détruire Roberto. Où sont les autres enfants maintenant? Ils ont tous été emmenés dans différents foyers, séparés exprès pour qu'ils ne puissent pas communiquer. Anna sentit le monde s'effondrer. Sa famille avait été détruite.
Roberto était en prison. Les enfants séparés, et tout ça à cause d'un mensonge. Cette nuit-là, seule dans le manoir vide, Anna prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle appela tous les journaux qui avaient couvert son histoire. Je veux donner une interview sur ce qui s'est réellement passé. Le lendemain, Anna était sur toutes les chaînes de télévision. Je m'appelle Anna Carla Silva. Vous me connaissez comme la fillette qui a été sauvée de la rue par son grand-père milliardaire. Aujourd'hui, je viens vous raconter la vérité. Anna était sereine, mais ses mots coupaient comme des lames. Mon grand-père est en prison à cause d'un mensonge. Quelqu'un a manipulé des situations normales de soins pour les faire paraître comme des abus, ils ont séparé ma famille, blessé des enfants innocents. Elle fit une pause, regarda directement la caméra. Celui qui a fait cela c'est qu'il détruit la vie de 21 enfants qui avaient enfin trouvé l'amour. Anna commença à pleurer, mais continua de parler, si vous voulez me protéger, libérez mon grand-père. Si vous voulez protéger les autres enfants, laissez-les rentrer à la maison. Notre maison. L'interview devint virale. En quelques heures, des milliers de personnes se mobilisèrent. Le hashtag Libérez Roberto atteignit les tendances. Les politiciens qui avaient soutenu l'arrestation commencèrent à reculer. Les journalistes approfondirent les investigations. La pression populaire monta, mais le coup de grâce vint d'où Anna s'y attendait le moins. Maria, la petite fille spéciale de 8 ans, réussit à s'échapper du foyer où elle était. Elle arriva seule au commissariat, pleurant. « Je veux mon papa, Roberto », criait-elle. La scène de l'enfant spécial demandant son papa au commissariat fut filmée par des journalistes. L'image fit le tour du pays. Le même jour, le conseiller Augusto Ferreira, le même qui avait tenté d'empêcher la Casa Carla, fut vu entrant en hâte à l'aéroport avec 2 valises. Un journaliste d'investigation découvrit qu'Augusto avait des comptes bancaires suspects. Il recevait des pots de vin d'entreprises qui géraient des foyers publics. La Casa Carla menaçait ce système. En 48 heures, la vérité éclata. Roberto fut libéré, les plaintes classées sans suite. Quesesao avoua publiquement qu'elle avait été trompée, mais le mal était fait. Les enfants avaient été traumatisés. Anna avait perdu confiance dans le système. Roberto sortit de prison plus déterminé, mais plus amer. Anna, dit-il la première nuit à la maison. Peut-être devrions-nous abandonner la Casa Carla. C'est trop dangereux. Non, dit Anna avec une fermeté que Roberto n'avait jamais vue. Maintenant, je sais que nous sommes sur la bonne voie. Comment ça? S'ils ont tant lutté pour nous abattre, c'est parce que nous faisions vraiment une différence. 2 semaines plus tard, ce que personne n'attendait se produisit. Les enfants eux-mêmes qui avaient été séparés commencèrent à s'échapper des foyers publics pour retourner au manoir de Roberto. D'abord ce fut Marcos, le garçon venu de Santos, puis Raquel et ses frères et sœurs. En quelques jours, 17 des 20 enfants s'étaient enfuis pour rentrer à la maison. Vous ne pouvez pas rester ici, dit Roberto, inquiet. Techniquement, vous êtes des fugitifs. Alors, arrêtez-nous, dit Raquel. Ici, on est une famille, là-bas dans les foyers, on n'est qu'un numéro. C'est alors qu'Anna eut son idée la plus brillante. Grand-père, et si on n'attendait pas que la Casa Carla soit prête? Comment ça? Et si on l'inaugurait telle qu'elle, sans finition, sans luxe, mais fonctionnelle? Anna, il manque beaucoup de choses, mais il y a l'essentiel, l'amour. Roberto regarda les enfants qui avaient choisi de revenir, Anna, qui était devenue une guerrière, la maison qui, même inachevée, était plus un foyer que bien des palais. D'accord, inaugurons-la. L'inauguration de la Casa Carla eut lieu un samedi matin. Il n'y eut pas de politiciens, pas de longs discours, juste Roberto, Anna et 21 enfants déménageant leurs affaires dans le bâtiment, qui sentait encore la peinture fraîche. Anna, dit Bruna, l'une des premières à arriver. C'est vraiment notre maison ici? C'est pour toujours. Et personne ne pourra nous séparer à nouveau. Anna regarda Roberto, qui acquiesça. Jamais plus. Nous sommes une famille et une famille ne s'abandonne pas. 6 mois plus tard, la Casa Carla fonctionnait à pleine capacité, mais elle était différente du projet original. Elle était plus rustique, plus simple, plus réelle. Les enfants participaient à l'entretien, cuisinaient ensemble, étudiaient ensemble, grandissaient ensemble. Anna, maintenant âgée de 15 ans, n'était plus seulement une coordinatrice, elle était l'âme du projet.
Grand-père, dit-elle un soir. Puis-je vous confesser quelque chose? Toujours. Quand ils vous ont arrêté, j'ai pensé à tout abandonner. Pourquoi n'as-tu pas abandonné? Parce que je me suis souvenu de ce que maman avait écrit dans la lettre. Que l'orgueil est la malédiction de notre famille. Si j'abandonnais par peur, je serais orgueilleuse. Je mettrais ma peur au-dessus du bien des enfants. Roberto sourit. Et maintenant? Regrettes-tu d'avoir continué? Anna regarda par la fenêtre. Dans la cour de la Casa Carla, 21 enfants jouaient sous la lumière du soleil couchant, riant, courant, étant de vrais enfants. Je ne regrette qu'une chose. Quoi? D'avoir mis tant de temps à comprendre que la famille, ce ne sont pas seulement ceux qui naissent ensemble, mais ceux qui choisissent de rester ensemble. La voix de Roberto se brisa légèrement lorsqu'il serra sa petite fille contre lui. Ses bras tremblaient, non de faiblesse, mais d'émotion contenue. Ta mère serait fière, murmura-t-il avec un sourire empreint de larmes. Anna leva les yeux vers lui, son regard brillant d'une tendresse infinie. De vous aussi, grand-père, répondit-elle doucement, pour avoir eu le courage de me chercher sur cette place, pour ne pas avoir abandonné quand tout semblait perdu. Cette nuit-là, pour la première fois depuis plus d'un an, Roberto dormit d'un sommeil paisible. Le poids de la culpabilité et du manque s'était dissipé, remplacé par la chaleur d'un amour retrouvé. L'honnêteté d'Anna n'avait pas seulement sauvé une vie, elle avait ressuscité tout un lien, redonné souffle à une famille brisée. Elle avait prouvé, par son geste simple et pur, que l'amour est plus fort que le mensonge, que la vérité possède une puissance que même l'argent ne peut acheter. Et, surtout, elle avait montré que les plus grands trésors de l'existence ne s'obtiennent pas par la possession, mais se conquièrent lentement, patiemment un acte d'honnêteté à la fois.